Mounier-Ange. Levant Bruno. Gontier Elisabeth. Verrier Jean-Roger. Léon Marie-Lille. Cognier Damien. Johnson Valérie. Vincent Alain. Le Dieu Francis. Broquet Nathalie. Carlier Aimé. Délé Claude. Vergueten Sandrine. Présente. Palis Claude. Présent. Beljouri Ali. Présent. Asselin Isabelle. Soisson Karine. Gazouani Waïda. Delbov Nicole. Lefebvre Frédéric. Bi Isabelle. Renoncourt Claude. Thorez Isabelle. Hernandez Pierre. Mounier Aliette. Tami Mehdi. Boudranguin Francis. Fournard Nadine. Ferring Nicolas. Hénin Daniel. Berthiaud Philippe. Merci. Monsieur Dordain. Oui, mesdames et messieurs, mes chers collègues, Michel Ménard nous a quittés ce 14 février. C'était une légende du sport, tout le monde le sait. C'est un homme qui a contribué à la bonne marche de la municipalité durant 3 mandats. C'est un homme hors du commun. Et à cet égard, je souhaiterais que l'on puisse se recueillir à travers une minute de silence. Je vous remercie. Donc il y a quelques communications avant d'attaquer les délibérations. Tout d'abord, je propose qu'il y ait une présentation du projet de lotissement qui va être porté par Habitat du Nord au niveau du Bas-Carpeau. C'est donc M. Fabrice Bouquet, qui est le monteur d'opération, qui est ici présent, qui va donc vous montrer ce projet de lotissement qui correspond d'ailleurs donc à une prochaine délibération de ce conseil municipal. Je rappelle que c'est la parcelle qui était donc initialement prévue en aménagement par la foncière de logement, qui s'est désistée. Et ensuite, donc, un début de projet qui était porté par Créer Promotion avec 6 logements qui ont été réalisés, qui n'ont pas donné suite au reste du projet. Donc maintenant, c'est donc Habitat du Nord qui a repris la main pour donc, ce projet de lotissement. Allez-y. Bonsoir à tous. Donc effectivement, je suis Fabrice Bouquet, responsable du développement pour Habitat du Nord. Habitat du Nord, c'est un organisme d'aménagement et de construction qui intervient dans le domaine de l'habitat social, qui gère à peu près 10 000 logements dans le département. On a déjà du patrimoine géré sur la ville d'Anzin. Et effectivement, la municipalité a fait appel à nous l'année dernière pour trouver une solution sur ce terrain qui est un reliquat du projet de renouvellement urbain initial sur la ville. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais juste j'ai commencé sur une localisation du site. Pardon ? Non. Ah, il faut que je me rapproche du micro, excusez-moi. Donc, la localisation, pour tout un chacun, se souvient de l'allée des Ormes, des 3 collectifs, notamment le collectif qui abritait les appartements des personnes, foyer d'accueil des personnes, des ouvriers qu'on avait sur Carpeau, qui ont été démolis lors de la première opération en vue. Et on est à la jonction avec Beuvrages, dans le bas du Ruissard. C'est ça, donc l'adresse est bien, effectivement ça va mieux comme ça. L'adresse est bien rue du Ruissard. Et on a ici un reliquat foncier, donc une emprise foncière d'un peu plus de 2 hectares.
dont on voit ici alors déjà, je dévoile le plan du projet qu'on a imaginé, mais les tracés de voirie sur cette opération sont issus d'un permis d'aménager qui avait été obtenu dans le cadre de l'ANRU 1. Et effectivement, Créer Promotion devait sur ce site réaliser une 50aine ou une 60aine de maisons en accession. Seulement 6, monsieur le maire le disait, ont été réalisés. Aujourd'hui, ces terrains n'avaient plus d'opérateurs identifiés. La proposition que nous avons faite à monsieur le maire est de venir terminer cette opération qui a un enjeu et une ambition de porter de l'accession à la propriété sur ce site-là, donc pour diversifier effectivement le peuplement du quartier. La proposition a été faite d'aboutir à cette finalité par le biais d'un lotissement. Donc le Habitat du Nord se propose ici de réaliser 38 parcelles viabilisées, donc 38 lots libres de constructeurs. Nous ne construirons pas les maisons en accession, mais nous vendrons des parcelles libres de constructeurs. Donc ces 38 lots, vous les voyez apparaître sur le plan à l'écran. Donc des parcelles d'environ 400 m² de surface qui seront commercialisées donc dans des prix attractifs entre 30, 40 000 euros sur la fourchette des prix, puisqu'il y a des parcelles qui seront un peu plus importantes. 38 lots libres de constructeurs. Sur le plan, je vais peut-être juste préciser qu'il y a une partie des ouvrages d'assainissement et de voirie qui ont déjà été réalisés dans le cadre de l'ANRU 1. Alors, si vous voyez le pointeur sur l'écran qui s'affiche derrière moi, l'allée des Frênes, sur laquelle se situent les 6 maisons qui ont été commercialisées par Créer Promotion, est déjà réalisée avec les équipements d'éclairage public et tous les réseaux divers. Une première couche de voirie avait été réalisée sur le retour qui est ici. Donc notre intervention sur ce périmètre-là visera à remettre en état les réseaux qui ont été réalisés il y a plusieurs années et terminer les voiries et les aménagements tels que l'éclairage public et les bordurations. Et sur la deuxième partie du lotissement qu'on retrouve vers l'ouest, qui est cette voirie-là et le retour de perpendiculaire qui est ici, là les ouvrages n'avaient pas été réalisés, donc on sera vraiment sur une création de voiries nouvelles et un déroulement des réseaux en tranchées communes. Il est imaginé aujourd'hui pour cette opération, ça ne fonctionne peut-être plus, c'est là-bas. Si on peut passer à la suivante, je ne sais pas si... Voilà. Il est imaginé pour l'opération un phasage qui correspond donc aux équipements techniques installés, ce que je vous disais. Cette voirie-là étant déjà en partie réalisée, on a ici une première phase d'intervention qui peut être plus rapide et plus légère, avec une reprise des ouvrages existants. Et la phase 2, qui est ici en vert, sera un peu plus lourde, puisqu'il faut là dérouler une voirie nouvelle. Donc l'engagement qu'on a pris vis-à-vis de la mairie, c'est de déposer avant la fin du mois un permis d'aménager, puisqu'il faut, donc je vous parlais d'un premier permis d'aménager, mais nous devons déposer un nouveau permis d'aménager pour modifier le parcellaire, puisqu'on passe de maisons avec des surfaces plus petites à 38 lots libres aujourd'hui, avant la fin du mois, ce qui nous emmène vraisemblablement sur un arrêté de réalisation du permis d'aménager avant l'été, une purge des recours pendant l'été, et un lancement commercial à la rentrée de septembre. Ensuite, sur la réalisation des ouvrages, on attendra d'atteindre une pré-commercialisation. Donc en général, on est sur 30-40% des lots vendus, ce qui peut prendre un bon trimestre et correspondra donc à un démarrage des travaux effectifs du lotissement fin d'année, début d'année suivante. Voilà pour le planning prévisionnel. Peut-être ajouter, parce que si certains d'entre vous connaissent le site, vous avez sans doute vu des travaux d'importance en ce moment qui se déroulent. C'est là le SIARB qui est en train de finaliser les travaux d'assainissement qui avaient été engagés sur le premier permis d'aménager. Voilà, je suis à votre disposition si on a un peu de temps et des questions. 3 lots en front à rue pour essayer d'amorcer aussi la démarche commerciale. Tout à fait, c'est vrai que ça apparaît sur le plan de manière un peu surprenante, mais ces 3 lots-là ici sont d'ores et déjà viabilisés, puisqu'ils sont situés sur le rond-point d'entrée de la rue du Ruissard. Donc ils intégreront évidemment la phase 1 et les premières parcelles commercialisées. Merci pour cette présentation. Y a-t-il des questions, des remarques, Monsieur Fering? Bonsoir monsieur, merci pour votre présentation. Dans quelle mesure votre projet est-il plus facilement commercialisable que celui qu'avait fait la filiale de GHI Créer Promotion?
Il me semble que le contrat parle d'un taux de commercialisation à 40%, 40%. ce qui correspond à peu près à 11 logements. Créer Promotion en a fait 6. Ils ont abandonné le projet. Je souhaite que ça fonctionne, bien évidemment. Je ne suis pas dans le pessimisme, hein, mais j'aimerais savoir, est-ce que c'est des parcelles plus grandes? Qu'est-ce qui sera plus attractif? Si vous pouvez éventuellement nous éclairer sur ce point. On va faire une double réponse. Moi, une première réponse, c'est que ce n'est pas du tout la même opération. Et de un, c'est du lot libre. Il y a eu des opérations aussi problématiques sur d'autres dossiers en rue au niveau de la communauté d'agglo de Valenciennes Métropole, où les communes s'en sont sorties en remodifiant complètement la version initialement prévue et en faisant des lots libres. Et les lots libres partent beaucoup mieux que les constructions. Donc les prix de vente de terrain restent tout à fait raisonnables et dans la moyenne des prix de vente, voire même un peu en dessous de ce qui peut se faire dans le secteur. Et donc c'est pour ça que c'est un projet qui nous semble viable. Et c'est pour ça qu'on a essayé de trouver un aménageur pour ce lotissement. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'Habitat du Nord a répondu favorablement à notre demande. C'est que sur une petite enquête de marché ou après avoir pris contact aussi sur ce qui s'était fait aux alentours, les lots libres, ça part quand même bien plus facilement quand c'est des lots libres de constructeurs. Oui, juste pour abonder, hein, effectivement l'explication elle est là. Hein, c'est simplement qu'on ne vient pas construire de bâtiments. On construit par ailleurs des bâtiments, mais il faut savoir qu'on est donc soumis à appel d'offres et qu'on a des règles qualitatives et de construction qui sont très onéreuses, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on vient proposer des logements en accession à la propriété, on n'est pas loin de 160 000, 170 000 euros une maison. Là, aujourd'hui, on vient proposer une parcelle à entre 30 et 40 000 euros, libre de constructeurs, et les accédants intéressés vont trouver des moyens avec des constructeurs de maisons individuelles pour avoir des produits standards, rationalisés sur des catalogues, des produits qui sont à 100, 110 000, 120 000 euros la maison. Donc facialement, on ne peut pas être en concurrence, c'est pas du tout le même produit qui va être proposé. Mais ce sont des produits qui marchent, puisqu'effectivement, on avait précisé à monsieur le maire qu'on avait pu commercialiser ce type de parcelles sur des communes comme à Rennes. On a fait une opération qui est très bien partie, Fresnes-sur-Escaut. Voilà. Et c'est vrai que les périmètres ont été augmentés. C'est vrai que les parcelles ne correspondent plus du tout aux parcelles initiales où Créer Promotion avait dit nous on veut bien venir, mais il devait en faire 68 logements de mémoire à peu près. Hein. Obligatoirement, c'est des parcelles, on le voit bien, les parcelles qui sont construites aujourd'hui, c'est quand même des parcelles qui sont plus petites et c'est pour ça qu'il y a un réaménagement qui est refait par rapport au compteur qui avait été mis sur le premier plan d'aménagement, puisque ça ne correspond plus aux parcelles que l'on propose de mettre en place avec des parcelles qui sont plus grandes et qui permettent d'avoir des logements vraiment individuels, ce que recherchent éventuellement les personnes qui décident d'investir sur ce type de logement. Monsieur Hernandez. Oui, monsieur le maire, justement pour aller dans votre sens, effectivement, autant nous étions réservés, et nous l'avions exprimé lors de la présentation du projet précédent, où, je m'excuse du terme, mais j'avais utilisé le terme un peu de cage à poules. Effectivement, je pense que ce projet est quand même nettement plus attrayant, dans la mesure où, comme vous le disiez, les parcelles sont plus grandes. Et puis surtout, cette possibilité d'être libre de constructeurs. Donc chacun pourra éventuellement, selon certains critères définis par la municipalité, pouvoir construire et du moins faire appel aux constructeurs qui le désirent. Je pense que c'est une bonne chose. En plus, le prix qui est annoncé aujourd'hui sur les parcelles est fort raisonnable et je pense que ça correspond un peu au marché que nous avons sur la ville. Voilà, donc pour dire qu'on accueille avec bienveillance ce nouveau projet. Merci. Merci de votre présentation. En communication, on avait évoqué, mais c'est vrai qu'on n'avait pas encore eu les labellisations officielles, donc je tenais quand même à resignaler la labellisation par Ville Internet sur les 5 arrombases. Je rappelle que c'est surtout sur certaines actions qui ont été mises en place, notamment pour l'inclusion numérique et notamment en un clic, avec des interventions collectives, mais également à domicile. Action liée aussi avec l'application Le Vote, qui a fait un peu donc la une des médias, que ce soit notamment au niveau des radios régionales, mais également nationales. L'application Enzymaville, qui a permis aussi d'obtenir ces 5 arrombases.
le nouveau site internet au niveau donc, de la ville, le nouveau portail médiathèque, et puis l'accompagnement des habitants, que ce soit par un clic, le service cohésion sociale, et tout ce qu'on met en place, notamment au niveau des écoles, ce qu'on appelle donc les écoles numériques, avec les écrans tactiles, les vidéoprojecteurs, les chariots de tablettes. Donc je tenais donc à remercier tous les techniciens qui ont bien sûr travaillé sur ce projet et les élus qui ont supervisé. Et l'occasion m'est donnée, puisqu'on évite le service informatique. On a donc mutualisé les services informatiques entre la communauté d'Aglo, la ville de Valenciennes, la ville de Lenzin et de Saint-Saulve. Et pour habitude de montrer, on va dire, les nouvelles têtes. Et donc le responsable de la direction informatique, donc au niveau de cette mutualisation, c'est monsieur donc, Sébastien Demande, qui est là aujourd'hui. Effectivement, quand on a besoin d'avoir un appui spécifique, c'est monsieur donc, Demande qui est là pour superviser l'équipe qui est relativement conséquente, avec toujours monsieur Filmotte, qui est un de nos correspondants, et sur site, toujours notre technicien qui est là pour régler les problèmes. Sur ça, pour dire qu'il y a toujours un contact et un lien direct pour ceux qui avaient peur qu'éventuellement on perdait de la distance avec le fait qu'on crée une mutualisation, ce qui n'est pas le cas. Ensuite, on a été labellisé également sur Ville active et sportive. Nous avons donc obtenu 2 lauriers. Ont été analysés, bien évidemment, les équipements sportifs, qui ne manque pas sur la ville, avec quand même plusieurs gymnases, le Boulodrome, le complexe André Giard, le complexe Michel Bernard, le dojo, la salle Christophe Cheval, les différents city-stades, le parcours santé, la boucle UNESCO qui s'est rajoutée, les cours de tennis couverts et découverts, les événements qui sont réalisés tout au long de l'année, notamment par nos associations qui font des événements conséquents, que ce soit le club de cyclisme de l'ESCO, le club de rugby, le club d'athlétisme pour ceux qui font des événements les plus importants. Ensuite, tout ce qui est mis en place au niveau des activités, l'école municipale des sports, les stages sportifs, les ateliers périscolaires avec bien évidemment un côté sportif culturel, les centres d'accueil, ce qu'on appelait avant les CLSH qui sont toujours présents, et les activités pour tous. Je rappelle qu'on a la gym douce et aussi le pass associatif qui permet d'avoir une prise en charge de la première licence. Donc tous ces éléments ont permis d'avoir 2 lauriers, qui est déjà une belle récompense, puisque quelques communes conséquentes autour de nous ont également cette même récompense. Donc là aussi, un travail spécifique a été réalisé par les techniciens. Les élus et les techniciens sont allés récupérer ces lauriers. Il me semble que c'était à Nancy. Donc en tout cas, bravo pour vous tous pour ce travail. Et c'est vrai que ce sont des organismes indépendants qui actent le travail effectué sur ces différentes thématiques. Je voulais également revenir brièvement sur le grand débat national pour quand même évoquer. Donc il y a eu une réunion publique qui a été donc organisée courant février. Il y avait une trentaine de personnes qui étaient présentes avec les 4 thématiques qui ont été évoquées. Et donc à chaque fois, les personnes ont pu tourner sur les 4 thématiques avec des propositions qui ont été actées, validées et envoyées au niveau national. Le cahier de doléances a également été donné directement au sous-préfet. On a eu donc à peu près une vingtaine, j'ai eu 22 remontées sur ce cahier de doléances. On retrouve un petit peu ce qu'au niveau national, les éléments les plus importants qui reviennent, c'est les revalorisations de pensions, les demi-parts pour les veuves, les diminutions de CSG, RDS, notamment pour les retraités, les augmentations pour les personnes qui ont le RSA, la hache, augmentation du SMIC, diminution du nombre des députés, des ministres, des indemnités également pour ces élus, les sénateurs, rétablissement de l'ISF. C'est essentiellement les éléments les plus importants qui ont été évoqués et qui ont été donc remontés au niveau national. Évoquer aussi le budget participatif, parce que ça y est, on a fait les 4 réunions publiques. On a les dépôts des fiches projets qui doivent être effectués avant le 31 mars. C'est pour ça que j'en voulais en reparler lors de la communication de ce conseil municipal. On a actuellement 9 fiches projets qui ont été déposées, mais il reste encore donc 20 jours.
Le 2 avril, il y a un examen des projets par la commission consultative avec des techniciens, des représentants des comités de quartier notamment. Présentation des projets le 7 juin à la médiathèque et ensuite on vote du 7 juin au 14 septembre. Vote par l'application, le vote, où on mettra en place des urnes directement pour des votes papier pour ceux qui le souhaitent également. Un petit zoom également sur la semaine Califourchette qui va du 25 au 29 mars et qui est l'occasion de montrer un petit peu à tout le monde ce qui est mis en place. C'est la 3e édition hein, au niveau de notre restauration municipale. Donc du lundi au vendredi, il y a des actions qui sont proposées avec les enfants notamment durant le temps périscolaire. Les parents qui le souhaitent peuvent venir également partager un repas. Il y a un jour défini pour chaque structure pour qu'on arrive à gérer, c'est sur inscription. Et puis le mercredi, qui est la journée phare, il y aura donc des actions qui vont se dérouler de 9h30 à 16h au niveau du service restauration, avec une visite du service, participation à la réalisation des repas. Il y a un temps animation quiz, un jeu qui est réalisé avec quelques récompenses, en rappelant que cette année sont surtout mis en avant les produits locaux et bio, puisqu'on a lancé un marché spécifique là-dessus. Et le slogan, c'est « De la ferme à l'assiette ». On aura également une mini-ferme pour les parents qui viennent avec les enfants, pour qu'il y ait une action spécifique au niveau de l'île aux enfants, et quelques producteurs locaux qui seront présents ce mercredi 28 mars. Alors, convention CISPD, on vous a remis le document parce qu'il y a eu un problème au moment où a été mise en page. Il vous manquait les pages paires. Donc là, vous avez la totalité du dossier. Je propose, comme je l'avais évoqué en réunion des présidents de groupe, M. Hernandez était au courant, donc, de rajouter 2 délibérations. C'est une motion de soutien pour Ascoval et une motion également de soutien du Conseil municipal au Fonds européen d'aide alimentaire aux plus démunis, puisqu'il est question qu'il y ait des modifications en 2021. Donc je vous propose de rajouter ces 2 délibérations. Je pense que ça posera de problème à personne sur ces 2 délibérations sur table, que l'on passerait donc à la fin de toutes celles qui avaient été actées initialement. Le prochain conseil municipal aura lieu le 24 juin 2019 et également présenté Monsieur Gouget. Monsieur Gouget là, voilà. Monsieur Gouget, donc, qui est notre nouveau responsable de police municipale, donc aujourd'hui en stagiarisation, qui deviendra le responsable de la police pluricommunale. Voilà, merci Monsieur Gouget de votre présence. Vous êtes actif maintenant depuis quelques semaines, 3 semaines à peu près. 21 janvier, donc un peu plus, ça passe vite. Donc depuis le 21 janvier, donc Monsieur Gouget est arrivé donc sur la ville, puisqu'il est détaché, puisqu'il était auparavant au niveau de la police nationale et qui était responsable à la fin de sa carrière des bureaux de Anzin, Beuvrages, Rennes. Les décisions administratives, il n'y a pas de questions, elles sont validées. On attaque les délibérations. La première délibération concerne le CIDEGAF, c'est le compte-rendu d'activité, rapport de l'agent de contrôle au titre de l'année 2017 pour la distribution publique d'électricité et de gaz naturel. Je ne vais pas vous lire toute la délibération. Les documents sont à votre disposition au niveau du secrétariat général. Il est demandé donc d'émettre un avis sur le compte-rendu annuel d'activité de la distribution sur notre territoire par Enedis. Il y a le rapport de l'agent contrôle du syndicat. Il y a le rapport également annuel de NJ pour le gaz naturel. Il y a le rapport de l'agent contrôle, en précisant quand même que tous ces rapports d'activité, ce rapport d'agent ont été validés au niveau des différents comités syndicaux du 8 novembre et du 6 décembre avec un avis favorable à l'unanimité. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La deuxième délibération, à chaque fois qu'il y a une nouvelle collectivité territoriale qui veut rejoindre le centre de gestion, il est demandé donc que l'avis des collectivités qui sont déjà au sein de du centre de gestion. Donc là, c'est pour l'affiliation de la régie personnalisée de l'abbaye de Vaucelles. Pas de questions? Si, Monsieur Ferring. Non, pas de question, Monsieur le maire. Juste une petite précision.
En fait, ce changement, il intervient suite à une volonté de la nouvelle majorité du département de sauvegarder et d'assurer la pérennité de l'abbaye de Vaucelles. Juste une explication, c'était avant une SARL qui gérait l'abbaye de Vaucelles. Le département a considéré que le mode de gestion la formule la plus adaptée était la régie et a transféré cette société en régie, ce qui lui permet de nouveaux droits, dont l'affiliation au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord. Voilà, donc c'était une petite précision. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La troisième délibération concerne le Conservatoire de musique et notamment les tarifs 2019-2020. Madame Gondy. Merci. Donc, comme vous le savez certainement, le Conservatoire d'Anzin jouit d'une excellente réputation, vu la qualité de l'enseignement proposé. Et nous avons donc actuellement 47% d'élèves extérieurs à la ville d'Anzin qui viennent donc prendre les cours dans notre conservatoire. Donc c'est un signe d'intérêt, mais malgré tout, on s'est quand même rendu compte que sur ces 47% d'extérieurs, il y a ceux qui, dans leur ville, n'ont pas de conservatoire ou d'école de musique, mais il y en a aussi, comme Valenciennes par exemple, où il y a déjà une offre en musique, mais qui viennent quand même sur Anzin. Donc on a 47% d'élèves extérieurs, je l'ai dit, et 27% de Valenciennois. Donc c'est vrai que du coup, on s'est un petit peu intéressé à ce sujet, et on a décidé donc d'harmoniser un petit peu nos tarifs de façon à ce que les Anzinois soient favorisés sur Anzin et que les extérieurs le soient aussi, bien sûr, mais en fonction de leurs revenus. Donc on a prévu une nouvelle grille concernant les tarifs du conservatoire. Alors je vais vous donner juste un petit exemple. Un Valenciennois qui vient prendre des cours de musique à Anzin avec un instrument va payer donc à Valenciennes, à Anzin, je veux dire, 295 €. Donc ça comprend l'inscription, l'instrument et le cours d'éveil musical. Un Anzinois qui va s'inscrire à Valenciennes va payer 547 €. Donc vous voyez quand même que la différence est énorme, sachant que nos conservatoires se sont harmonisés au niveau des études et qu'on peut très bien passer de l'un à l'autre sans être pénalisé, puisque l'enseignement est maintenant mutualisé, harmonisé. Donc nous vous proposons une nouvelle grille de tarifs pour laquelle on a quand même voulu tenir compte des revenus, de façon à ne pas non plus pénaliser des enfants ou des personnes extérieures qui auraient des revenus plus modestes et qui ne pourraient pas venir à Anzin du fait de nos tarifs trop élevés. Donc on s'est basé sur 3 tranches. Donc à l'avenir, les Valenciennois ou les extérieurs qui s'inscriront à Anzin devront présenter les documents qui démontrent leurs revenus. Et en fonction de ça, on leur appliquera donc les tarifs extérieurs suivant le quotient familial, comme ça se pratique déjà, je crois, pour le sport. Donc voilà, donc là vous avez la grille. Pour les Anzinois, évidemment, ça ne change pas. On applique toujours la gratuité. Donc un Anzinois à Anzin peut bénéficier de cours gratuits. On demande simplement une participation pour la mise à disposition d'un instrument qui reste à 55 €. Sinon, pour les extérieurs, donc pour la première catégorie extérieure, on applique les tarifs qui étaient appliqués jusqu'à présent. Et après, on a 2 autres catégories pour lesquelles on a un petit peu augmenté les tarifs. Voilà. Donc aujourd'hui, on vous demande de valider donc, ces tarifs qui concernent notamment les extérieurs. Sachant qu'au niveau des inscriptions, on conserve la priorité pour les Anzinois. Donc il y a la période d'inscription au conservatoire qui est ouverte aux Anzinois. Et en fonction des places qui restent disponibles, on ouvre les places aux extérieurs. Mais Anzin a la priorité, puisque notre volonté, c'est justement d'apporter cette culture musicale aux jeunes Anzinois et aux jeunes et moins jeunes d'ailleurs. Mais on souhaite leur conserver la priorité. Voilà. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. On reste un peu sur la politique qu'on a mis en place depuis quelques années pour essayer de faire participer les extérieurs un peu plus au ratio de ce que ça nous coûte, en sachant que si on fait un calcul à peu près pour que vous ayez une idée du coût par élève, aujourd'hui c'est presque 1 200 € par élève et par an le coût. Donc bon,
on reste encore bien au-deçà de ce que l'on pourrait mettre en application si on appliquait stricto sensu le coût pour les tarifs extérieurs. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 4e délibération, c'est la requalification du quartier Carpeaux, ce qui a été présenté en communication. C'est la signature de la convention foncière et d'aménagement pour le programme de lotissement Habitat du Nord. Monsieur Berrier. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, je pense que toutes les informations nécessaires à ce vote vous ont été présentées, mis à part si vous souhaitez qu'on approfondisse sur certains sujets ou sur des détails de la convention. Sinon, je ne vois pas ce que je peux rajouter. Bon, les murets techniques, vous savez, on les avait fait à l'occasion, à la demande de créer promotion pour essayer d'amorcer la vente des parcelles et nous les rembourser au fur et à mesure des constructions. Bon, donc ici, on les a négociés dans le prix. Et puis le point important, je vous rappelle aussi qu'on avait décidé il y a quelques années de suspendre le chantier, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé au bout des travaux de voirie. On avait engagé 1,8 million de voirie, on n'en a fait que 600 000 €. Donc globalement, c'est quand même une opération positive pour la ville. Et je rappellerai simplement que les demandes en matière de terrain entre 400 et 700 mètres carrés sont quand même nombreuses. Et je terminerai en vous disant que tous ceux qui ont des informations relatives à des futurs acquéreurs sont les bienvenus. Les services se tiennent à votre disposition. Voilà. Sur ce, je vous demande de donner votre accord pour pouvoir délibérer cette convention avec cette société Habitat du Nord. Merci. Donc bien évidemment, il va y avoir une communication qui va être mise en place officielle sur les différents sites de la ville, mais je pense qu'après le bouche-à-oreille peut fonctionner aussi, et que l'intérêt de tous, c'est que la construction se fasse au plus vite avec les ventes de l'eau libre. Donc chacun de nous doit aussi porter un peu la bonne parole pour les personnes qui seraient intéressées pour faire des constructions sur l'eau libre, qui permettent donc des investissements aussi à coût un peu plus modéré que parfois des achats de maisons construites. Y a-t-il des questions pas spécifiques? Ça a déjà été évoqué tout à l'heure. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention? Donc voté à l'unanimité. La 5e délibération, c'est un avis sur le rapport d'enquête publique Gaz au Nord. Monsieur Berrier. Oui, monsieur le maire, merci. Donc, monsieur le préfet du Nord a ordonné une procédure d'enquête publique suite à l'obtention d'autorisation qu'a eue la société Gaz au Nord pour procéder à des essais de captage de gaz de mine sur un certain nombre de sites. Donc, ils sont tous cités: Anzin, Condé, Hérin, Ornain, Audomé, Onin, Rennes, Vic et Wallers. Donc, si on n'est pas hostile à l'exploitation du gaz de mine, puisqu'il existe, ce qu'on appelle le grisou, on est par contre tout à fait en désaccord avec la proposition que fait cette société Gaz au Nord pour implanter un site, tout d'abord d'essai, et ensuite probablement, si l'essai est concluant, une transformation donc du gaz en énergie électrique pour revendre à Inesis. On trouve que le site proposé au pied du terri et à la proximité du centre d'accueil des enfants handicapés est plutôt mal positionné compte tenu du fait qu'on est en zone urbaine, compte tenu du fait que la DDTM nous a mis un arrêté de protection notamment en zone rouge au pied du terri qui se trouve à proximité de cette installation. Donc sur toutes ces considérations, on vous propose d'émettre un avis défavorable à l'implantation de cette zone de décès et peut-être future d'exploitation du gaz de mine. Merci monsieur Berrier. Y a-t-il des questions, des interventions? Tout le monde est d'accord sur cet avis. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 6e délibération concerne un chantier pédagogique de découverte du métier de l'horticulture. Signature de la convention. Monsieur Berrier. Alors c'est une convention qu'on a l'habitude de passer avec la société, le service d'accueil de jour d'élevage géré par l'EPSA, donc l'établissement public départemental pour soutenir, accompagner et éduquer, pour qu'on puisse se familiariser des stagiaires sur des lieux d'intervention de la ville. Et vous verrez dans la convention, il y a notamment la mise en place de fleurissements dans le cimetière auprès des tombes des soldats. Il y a aussi des garnitures de jardinières. Les services s'engagent, eux, à préparer les terrains et acheter les plantes. Et les éducateurs ainsi que les élèves de cette...
les gens qui sont, enfin les adolescents qui sont concernés par cette éducation puissent exercer leur métier et l'apprendre à côté de nos services. Donc dans ce cadre de chantier pédagogique, il est convenu que la ville réglera à l'ETSA le montant des plantes utilisées pour le garnissage et le fleurissement après chantier. Sur ces bases, je vous demande d'approuver les termes de la convention jointe en annexe et d'autoriser Monsieur le maire de la signer. Merci. Y a-t-il des questions? Non. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 7e délibération, subvention de fonctionnement aux associations, exercice 2019. Monsieur Vincent, comme on le fait de plus en plus régulièrement, notamment pour le vote, hein, je rappelle que les différents élus qui sont de près ou de loin en contact de certaines associations ne participent pas au vote. Si on va au bout du bout, on devrait même sortir. Enfin bon, je pense que si déjà personne ne participe au vote, c'est déjà pas mal. Et on va voter donc par section. Enfin par section, on ne va pas faire un vote global pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis au niveau des votes. Donc on va faire à chaque fois un vote sur les associations scolaires, sur les associations culturelles, etc. Donc je propose à Monsieur Vincent de présenter cette délibération, de passer au vote. Je pense que d'un commun accord, parce que ça a déjà été listé, mais on évoquera les personnes qui ne participent pas au vote. Je pense que on se contentera de ça si tout le monde en est d'accord. Merci, monsieur le maire. Donc, la ville d'Anzin apporte chaque année des soutiens financiers aux associations de la commune. Cette aide permet de favoriser la participation de tous à la vie locale et soutenir le développement de celle-ci sur l'ensemble du territoire. Pour ce faire, nous encourageons les initiatives et la libre expression des associations dans tous les domaines, tels que la vie artistique et culturelle, le sport, la vie locale, la santé et le vivre ensemble. Les associations sont des acteurs essentiels de la commune. Au plus proche des territoires et de leurs habitants, elles constituent aux côtés de la commune des espaces d'initiative et des participations des citoyens. Dans ce cadre, la ville d'Anzin amplifie son soutien aux associations de la commune. Donc, conformément à l'article L. 1611-4 du Code général de la collectivité territoriale, toute association, œuvre, entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée. Tout groupement, association, œuvre ou entreprise privée qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leur budget et de leur compte de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de leur activité. L'octroi de la subvention est donc subordonné au respect des obligations légales et à l'utilisation effective de subventions versées les exercices précédents dans le cas de reconduction. Pour tout dossier arrivé après l'échéance fixée, une réfraction de 10% du montant de la subvention sera appliquée sur le montant de la subvention votée. Donc sur ces bases et conformément à l'avis des commissions sport et vie associative, réunies le jeudi 21 février 2019, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir attribuer et verser les subventions aux associations, comme indiqué dans l'annexe jointe. Ces crédits sont inscrits au budget 2019. Donc M. Vincent et Mme Carlier ne participent pas au vote des subventions des associations scolaires ou sociales. M. le maire et M. Levent ne participent pas au vote des subventions aux associations sportives. Mme Blairon, Mme Thompson, M. Benjouri ne participent pas au vote des subventions aux groupes locaux ou d'utilité publique. Donc vous avez la première délib, là moi je ne participe pas. Il y a eu des rajouts, hein, donc je vais le faire au cas par cas, comme ça on sera sûr de ne pas avoir de problématique pour l'un ou l'autre. Hein. Donc subventions aux associations scolaires, donc exercice 2019. Y a-t-il des questions déjà sur ces subventions aux associations scolaires? Donc ne participe pas au vote, Monsieur Vincent. Qui vote contre? Abstention. Donc voté à l'unanimité des votants. Subventions de fonctionnement aux associations culturelles. Tout le monde peut participer au vote. Vous participez pas, Madame Monnier? Oui, vous ne faites pas partie du bureau. Donc vous pouvez voter si vous le voulez.
Donc, tout le monde vote. Pas de questions non plus. Qui vote contre? Abstention. Donc, voté à l'unanimité. Association sociale. Pas de questions non plus. Ne participe pas au vote, Madame Carlier. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité des votants. Association sportive. Ne vote pas Monsieur Ferring, Monsieur Levent et moi-même. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui vote contre? Abstention. Voté donc à l'unanimité des votants. Ensuite, groupes locaux. Ne vote pas Madame Blairon, Madame Thompson, Madame Asselin, Monsieur Beljouri. C'est d'accord? On n'a oublié personne. Pas de questions non plus. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. Subvention aux associations d'utilité publique. Ne participe pas au vote Madame Thompson. Pas de questions non plus. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. Merci pour toutes nos associations. La 8e délibération, ça concerne le carnaval. Subvention à l'association du comité des fêtes de Caubec-Talabot. Madame Gondy. Oui, merci. Donc, comme chaque année, la ville d'Anzin encourage les groupes locaux, les associations de la ville, à participer au carnaval, avec un certain succès depuis quelques années, avec la Belle Anzinoise, entre autres, notre bateau qui, chaque année, est remaquillé. Cette année encore, nous allons proposer aux associations qui le souhaitent, on s'est déjà rencontrés, de participer activement à ce défilé. Et dans ce but, nous leur allouons une subvention, car c'est un système qui nous permet d'être c'est plus facile pour eux de pouvoir acheter le matériel dont ils ont besoin que de devoir chaque fois passer par un bon de commande, ce qui est très lourd. Donc là, on verse la subvention à une association, laquelle va pouvoir payer directement les frais de petits matériaux dont ils ont besoin. Et bien évidemment, elle nous rend compte de toutes les dépenses engagées dans la limite de cette somme de 1 500 €. Donc aujourd'hui, on vous demande de bien vouloir attribuer et verser une subvention de 1 500 € à l'association Comité des Fêtes de Caubec-Talabot, qui en aura charge de gestion. Merci Madame Gondy. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On passe au vote. Ne vote pas Monsieur Beljouri. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité des votants. La 9e délibération, c'est une convention, donc les conventions relatives au CISPD, donc des délibérations qui passent maintenant depuis quelques années. Donc je rappelle qu'on est donc engagé depuis quelques années dans une coopération intercommunale au niveau de la prévention de la délinquance, avec les communes de Beuvrages, Rheims et plus récemment Petite Forêt. Pour le bon fonctionnement de cette instance, nous avons recours à une coordinatrice avec les missions qui vous sont rappelées dans la délibération. Le poste de coordinatrice sera porté donc par les villes de Rheims pour cette année, puisqu'on est à cheval, la présidence tourne au niveau du CISPD. Donc après la ville de Rheims, c'est Anzin qui reprend la présidence dans le 2e semestre. C'est pour ça qu'il est donc précisé que c'est porté par les villes de Rheims et d'Anzin. Il convient également de fixer la participation financière des 4 communes par le biais d'une convention financière. Vous avez les différents éléments. Je pense que je n'ai pas d'autres... Rappelez peut-être le total de l'estimation du dépense des postes de la coordinatrice qui est de 42 000 €. Les 4 communes participent et on demande également, on sollicite le FIPD pour avoir éventuellement une participation des services de l'État à ce poste, puisque le sous-préfet nous a évoqué le fait que, en fonction des capacités financières, peut-être qu'il y en aurait de possibles, puisqu'il est très favorable à ces actions intercommunales et même pluricommunales, puisqu'on est sur 2 agglos. Y a-t-il des questions? Bon, c'est des délibérations classiques. Les conventions, c'est celles qui avaient déjà été présentées, sauf que la ville de Petite Forêt est rajoutée. Qui est contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 10e délibération. Alors là, on attaque le volet politique de la ville, démocratie participative. Monsieur Levent, vous avez pris votre souffle. Il y a quelques délibérations.
Fête des voisins, adhésion à l'association Immeuble en Fête. Merci, monsieur le maire. La Fête des voisins est un formidable vecteur de convivialité, vous le savez. Elle a vocation à créer du lien social et favoriser l'entraide et la solidarité entre les habitants. Cette année, elle se déroulera le vendredi 24 mai et fêtera ses 20 ans. Afin de soutenir donc l'ensemble des initiatives, la mairie d'Anzin, donc comme chaque année, doit donc souscrire une adhésion à l'association Immeuble en Fête, qui nous permet, j'irai derrière, d'avoir tout un ensemble de supports et d'assistance. Et donc, elle doit, pour ce faire, s'acquitter d'une subvention, enfin d'une cotisation de 900 €. Donc, objet de cette délibération, où il est demandé donc, au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à renouveler cette adhésion. Pas de questions? Qui vote contre? Abstention, voté à l'unanimité. La 11e délibération, délibération classique également, médiation milieu scolaire, c'est une subvention à l'association Citeo, c'est une renouvellement de subvention. Monsieur Levent. Merci monsieur le maire, tout à fait. Donc, dans le cadre du contrat de vie, l'association Citeo met en place depuis plusieurs années la médiation en milieu scolaire, donc sur la commune. Donc, cette action vise à faire face à la montée des violences diverses et notamment du harcèlement scolaire. Elle contribue également à la lutte contre l'absentéisme, le décrochage et garantit la continuité territoriale de l'éducation à la citoyenneté et aux actions de prévention. Elle est principalement concentrée sur les établissements au collège Jules Ferry et école J.R. Voltaire en intramuros et également au niveau des extérieurs. Donc les objectifs généraux, je les rappelle rapidement, donc sensibiliser les élèves et les parents d'élèves, surtout à la médiation sociale, développer ou rétablir une relation école-famille apaisée, écouter, dialoguer, désamorcer les situations conflictuelles en temps réel et en temps différé. Donc, ce sont des techniques de médiation via un spécialiste de la médiation en milieu scolaire. Donc, sur ces bases, il est demandé au conseil municipal d'autoriser le plan de financement qui concerne la participation de la ville à hauteur de 2 900 €, donc versé à l'association Citeo, afin qu'on puisse continuer à mettre en œuvre cette action pertinente. Y a-t-il des questions, des interventions? Rien de spécial. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 12e délibération, prévention spécialisée, participation de la ville pour l'année 2019. Même chose, délibération classique. Effectivement, monsieur le maire, c'est une délibération récurrente, puisqu'elle fait l'objet d'une signature de convention d'objectifs tripartite en janvier 2008 avec le département et donc le CAPEP. Donc la prévention spécialisée, pour rappel, vise à faire progresser la personne à son rythme, à l'aider dans ses choix de vie en lui proposant un soutien particulier pour obtenir plus d'autonomie et renforcer les valeurs relatives à la citoyenneté. Donc ce sont des éducateurs spécialisés à temps plein et à mi-temps qui sont sur le terrain. La population ciblée est plutôt la population des collégiens. Et donc, à travers cette subvention, la ville s'engage à participer à l'ensemble des réunions de travail, apporter l'aide technique et financière et être force de proposition pour détecter effectivement les situations qui sont problématiques afin que le CAPEP puisse intervenir via ce dispositif tripartite. Donc sur ces bases, il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à verser la participation financière de la ville pour un montant de 6 000 €. Alors, sachant que Madame Delbove ne prend pas part au vote. Voilà. Y a-t-il des questions? Rien de spécial. On passe au vote. Donc, Madame Delbove ne participe pas au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 13e délibération. Action Agir. Subvention CAPEP. Donc, même chose. Madame Delbove ne participera pas au vote. Monsieur Levent. Merci, monsieur le maire. Donc, l'action Agir, en fait, concerne l'espace ressources, une délibération qui est également renouvelée chaque année. Dans le cadre du contrat de ville, je vous rappelle que le CAPEP met en place cette action qui consiste à développer des parcours d'insertion sociale et professionnelle. On est véritablement au préambule du retour à l'ensemble des leviers qui peuvent conduire à des emplois ou à des formations sur des publics qui en sont très éloignés au départ. Donc, des ateliers sont proposés en lien avec ces problématiques repérées
et axé sur la construction et la mise en œuvre d'un projet collectif visant à valoriser les compétences de chacun qui sont souvent refoulés bien loin. Les objectifs de l'action sont donc de réaliser un diagnostic individuel, d'identifier les leviers, élever les freins donc, à l'emploi, d'améliorer l'insertion socio-professionnelle et de produire de l'émancipation culturelle tout en permettant l'acquisition de compétences transversales. Donc là, pour le coup, il s'agit donc d'autoriser le conseil municipal à verser donc au CAPEP cette subvention de 10 500 €. Je rappelle que, en fait, simplement, un petit complément, c'est que dans le cadre des audits du département, je me souviens, M. Trelka, du conseil départemental, avait dit que cette action, en fait, il avait dit simplement « ça marche », puisqu'en fait, on a véritablement des actions concrètes et des ensembles de témoignages qui sont souvent très poignants, dont je ne vous ferai pas le détail aujourd'hui. Y a-t-il des questions sur cette 13e délibération? On passe au vote. Donc, sans Madame Delbove qui vote contre. Abstention. Voté à l'unanimité. La 14e délibération. Les plans d'action TFPB 2019-2020. Monsieur Levent. Alors, le plan d'action TFPB, on en a parlé récemment lors du dernier conseil municipal également. C'est une action que vous connaissez en fait. Donc, dans le cadre de la loi de finances de 2015, donc un abattement de 30% de la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties, donc propriété des bailleurs, et donc autorisé sur l'ensemble des quartiers prioritaires, donc en politique de la ville. Cet abattement est compensé en partie donc, par l'État à hauteur de 40%. Alors pour Anzin, donc, on a deux grands quartiers en politique de la ville, vous le savez, le quartier de la Verrie, Square de la République, et la zone intercommunale des Rives de l'Escaut, donc, qui est également limitrophe, implanté sur le territoire de Valenciennes. Donc cet abattement permet concrètement aux organismes HLM, aux bailleurs, donc, de traiter des besoins spécifiques des quartiers prioritaires. En contrepartie de cet abattement, en fait, les bailleurs s'engagent à poursuivre l'amélioration d'un niveau de vie de qualité au niveau de l'espace, on va dire, urbain et des services, en y renforçant donc leur intervention aux moyens d'action contribuant donc à la tranquillité publique, à l'entretien, à la maintenance du patrimoine. Le cadre national donc, détermine précisément les principes d'utilisation de cet abattement et en fait, poursuivre effectivement les montants délevés et la pertinence des actions mises en parallèle. Nous avons donc créé un comité de pilotage avec l'ensemble des bailleurs et des partenaires, justement pour évaluer la pertinence de cette politique qui donne des abattements fiscaux. Ça veut dire concrètement que pour la période 2019-2020, les 5 bailleurs bénéficiaires de l'abattement, donc Partenor Habitat, Habitat du Nord, SIGH, SIA Habitat et Maison et Cité, s'engagent donc à réaliser les actions qui sont détaillées dans le tableau qui est annexé à cette délibération pour les parcs de logements dont ils sont propriétaires et dont ils ont daigné faire la déclaration auprès des services de l'État, puisqu'ils n'ont pas obligation à déclarer l'ensemble de leur parc comme étant admissible à cet abattement de la TFPB. Donc des groupes de travail sont organisés et pilotés par le service cohésion sociale, parce que vous savez bien que le bailleur va essayer de bénéficier du dégrèvement en mettant en contrepartie des actions qui parfois pourraient être de ses prérogatives. Donc pour nous, je dirais, le garde-fou, c'est ce tableau de suivi où en fait on a des actions qui sont validées, qui sont chiffrées, qui sont suivies, pour lesquelles on évalue le pourcentage d'utilisation de l'enveloppe et la validité. Donc on a certaines actions qui sont refoulées parce qu'on estime qu'elles n'entrent pas dans le dispositif. Et on a d'autres actions qui peuvent être décalées dans le temps et tout un effet, on va dire, de suivi. Donc l'objet de cette délibération consiste à demander donc, au conseil municipal de bien vouloir valider cet ensemble de plans d'action annexés, sachant que ce plan d'action annexé, vous en avez une lecture à l'instant T, et bien évidemment, c'est un document qui est constamment mis à jour
par rapport aux actions proposées. Merci. Est-il des questions? Monsieur Ferring. Bon, pas vraiment une question, hein. Je voulais juste dire que bon, j'ai quand même été bluffé par le document, parce que c'est pas mal, il faut le dire, le comité de suivi, c'est bien. Après, je ne reviens pas sur la nature des actions, elles sont contenues dans le cadre de la loi, on n'est pas forcément d'accord avec l'orientation que ça doit prendre, mais franchement, sur la manière dont c'est suivi, justement, cette histoire d'avoir une forme de garde-fou, c'est que j'avais évoqué ça, je crois, dans une délibération précédente l'année dernière. C'est assez bluffant. Donc en tout cas pour le service qui le fait, je tenais à les féliciter parce que c'est bien de pouvoir avoir un suivi régulier. Parfois on voit que les réponses du bailleur elles sont un peu décevantes, hein, mais bon, on ne peut pas toujours avoir satisfaction. Voilà. Ben, merci M. Ferril. Alors effectivement, j'en profite évidemment pour remercier le service cohésion sociale, hein, donc, piloté par Joly Larbez, qui a mis en place ce tableau de suivi qui, vous le comprenez, est quand même assez difficile à maintenir, parce qu'en face de nous, on a des bailleurs, on a des gens qui sont férus dans les aménagements divers et variés de leur parc, et nous, on doit constamment recentrer effectivement les actions par rapport à la réelle pertinence. C'est-à-dire que vous comprenez bien que, je vais vous prendre un exemple, les chantiers éducatifs. Donc on fait des chantiers éducatifs, par exemple, à la Verrie. Ces chantiers éducatifs, on va solliciter des subventions dans le cadre du contrat de ville. Mais on pourrait aussi en bénéficier au titre de la TFPB. Donc parfois, je dirais, il est judicieux d'harmoniser l'ensemble de nos actions avec les actions qui sont admissibles à la TFPB. Sachant que le bailleur, ben, lui, voilà, il va essayer mais ça se passe très bien, évidemment, et on a de très bonnes relations avec l'ensemble, justement, parce qu'en face, on a une ingénierie qui est à l'auteur du dispositif, qui est quand même, somme toute, assez complexe. S'il n'y a pas d'autres interventions, on passe au vote. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 15e délibération en un start-up de l'innovation sociale, subvention au Conseil citoyen. Monsieur Levent. Merci Monsieur le maire. Donc l'action en un start-up, hein, start-up de l'innovation sociale, hein, que vous connaissez, donc, a pour finalité de soutenir des projets portés par les habitants, organisés ou non en association, donc dans le cadre d'une démarche de développement social du territoire. Bon, c'est une action qui est une évolution, vous le savez, du fonds de participation des habitants. À un moment donné, effectivement, il y a une réorientation nécessaire et qui a effectivement amené donc à la création de cette belle action. Pour le coup, la participation donc s'élève à 7 500 € pour la région et c'est 7 500 € pour la ville d'Anzin. Avant de vous donner quelques éclairages sur le contenu de ces actions, la délibération donc visera à valider le versement de l'avance de la ville d'Anzin, mais également le versement de l'avance au Conseil citoyen, qui est le porteur financier, la structure porteuse de ce dispositif, puisque effectivement le Conseil citoyen recevra effectivement la subvention de 7 500 €, mais avec un décalage dans le temps qui pourrait effectivement pénaliser la mise en place d'actions pour lesquelles il y aura des financements réalisés. Donc l'équipe municipale propose effectivement de verser l'intégralité de la subvention tout de suite, sachant qu'elle sera par la suite remboursée par le Conseil citoyen dès que la région l'aura versée. Alors au niveau de l'enveloppe, elle a été intégralement utilisée d'octobre à octobre, hein, puisque c'est les jalons au niveau de la dépense de cette action dans un start-up sont d'octobre à octobre. Pour l'exercice précédent, l'ensemble de l'action a été de l'enveloppe a été utilisée avec un peu plus de 20 projets actuels et passés, sachant que je dirais, on a au niveau des porteurs de projets, j'en ai quelques-uns, donc les comités de quartier bien évidemment, des comités des fêtes, des associations, les tricoteuses du Téléthon par exemple, l'épicerie sociale et solidaire, des collectifs d'habitants, l'Union des quartiers anzinois, les copines créatives, l'Harmonie Eurité Alite, l'association Intendance, hein, donc tout un ensemble d'actions qui font l'objet d'un tableau de suivi, hein, qui nous permet de voir où on est l'utilisation et la pertinence. Ce n'est pas le Conseil citoyen, je le rappelle, hein, qui décide
si on fait ces actions, si on ne les fait pas. Le conseil citoyen, c'est le porteur financier. Par contre, il y a effectivement un comité de gestion qui se réunit périodiquement et qui analyse les demandes, voir si elles sont dans la pertinence de ce que nous demandent les services de l'État, puisque derrière, on a un bilan de chacune des actions qui remonte et qui nous permet d'aller solliciter les subventions. Bon voilà, je résume. Donc le versement au conseil citoyen de la subvention de 7 500 € de la région et la subvention de la ville. Merci aussi pour ces... J'avais demandé est-ce qu'il y a une précision justement, parce qu'on vote la subvention, on n'a pas toujours le retour, c'est quand on participe effectivement au bilan, mais on n'est pas nombreux à participer, c'est pour ça que j'ai demandé. Vous vous rendiez compte qu'effectivement la totalité était vraiment utilisée et le nombre d'actions qui étaient menées pour avoir un petit peu une visibilité sur cette action start-up de l'innovation sociale sur Anzin. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. 16e délibération, on revient sur une autre opération en place depuis de nombreuses années aussi, nos quartiers d'été 2019, subvention à l'association l'Union des quartiers anzinois. Monsieur Levent. Donc les quartiers d'été, une très belle action, donc vous le savez, menée depuis plusieurs années, aujourd'hui implantée dans le parc Mathieu, est née de la volonté de la ville d'Anzin et de la région des Hauts-de-France de faire vivre et d'animer l'été dans les territoires inscrits en politique de la ville. L'édition 2019 aura donc la vocation d'offrir aux Anzinois une multitude d'animations gratuites, des ateliers manuels, des jeux d'adresse, des initiations aux pratiques sportives, au spectacle, au théâtre par exemple. Les familles, les bénévoles et les associations sont invités à s'associer à ce projet par le biais du collectif d'habitants. Les quartiers d'été sont portés là par l'UCLUA, l'Union des quartiers anzinois, qui s'adresse à l'ensemble des habitants. Et la volonté du collectif pour cette année, sachant que les quartiers d'été se dérouleront les 20 et 21 juillet 2019, sera le thème du cinéma avec l'ensemble de ces déclinaisons, sachant que ces déclinaisons doivent rentrer dans également les prérogatives qui nous sont fixées par les services de l'État en matière de citoyenneté, en matière d'éco-responsabilité, en matière de lien social, etc. Afin que ce projet puisse être subventionné par le Conseil régional des Hauts-de-France, il doit être donc porté par une association, donc l'UCLUA, comme je vous le disais. Et l'objet de cette délibération concerne le versement de la région. C'est une avance au même titre que la délibération précédente, donc de la région à hauteur de 7 500 €, et le versement de la subvention de 5 000 €, afin que cette action puisse déjà, le porteur de projet, l'UCLUA, puisse déjà engager les dépenses nécessaires afin de faire de ces quartiers d'été 2019 une grande réussite. L'an passé, c'était pas loin de 2000 entrées sur les 2 jours, avec une très bonne presse. 3000, merci M. Beljouri, 3000 entrées sur les 2 jours, avec une bonne presse, puisqu'on a annoncé les quartiers d'été dans la presse. On a eu un reportage le samedi et on a eu un reportage le dimanche. Ça veut dire que les quartiers d'été, à l'instar d'autres communes qui optent pour d'autres formules, les quartiers d'été anzinois sont véritablement aujourd'hui ancrés dans ce passage obligé, je dirais, et souhaitable et apprécié de permettre à nos enfants de passer un week-end sympa, surtout pour les familles qui n'auraient pas la possibilité de partir en vacances. Merci. Monsieur Beljouri ne participe pas au vote. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 17e délibération. Projet de rapport politique de la ville, année 2017. Monsieur Levent. Merci, monsieur le maire. Donc, au titre de sa politique de cohésion sociale, Valenciennes Métropole est pilote du contrat de ville pour l'exercice 2015-2020, vous le savez, au compter de l'ensemble des partenaires, avec l'ensemble des autres communes. En fait,
Un rapport doit être réalisé pour montrer la pertinence de nos actions sur l'ensemble des communes. Et ce rapport annuel donc, concerne l'année 2017, puisqu'on est en capacité d'avoir l'ensemble des données. C'est un document assez volumineux que vous avez eu en annexe. Je vous invite à le parcourir tranquillement, parce qu'en fait, c'est un document qui nous permet d'avoir un certain nombre de données sociologiques qui sont intéressantes pour la commune, mais également à l'échelle de l'agglo. Donc ce rapport se compose de plusieurs parties, vous le verrez, les initiatives d'observation du territoire, dont on a une vue plus, on va dire, plus aérienne, un zoom sur certaines orientations du contrat de ville, je vais revenir rapidement dans un instant, et les pratiques et les manières de faire. Donc en fait, l'objet de cette délibération, c'est de demander au conseil municipal de bien valider ce projet de rapport pour l'année 2017, le rapport présenté en annexe, sachant que ce rapport a fait un zoom sur certaines de nos actions. Donc rapport qui a été réalisé par les techniciens de Valenciennes Métropole. Donc en page 11, vous avez un point assez détaillé sur une action qui a été mise en place avec le conseil citoyen qui s'appelait donc Anzin Parole citoyenne. En page 28, vous avez un point spécifique sur la commune d'Anzin qui concerne une belle action souvent citée en exemple, les chantiers éducatifs. En page 35, vous aurez également, on parle de l'action Vivons en forme, donc le programme VIF, où la ville d'Anzin a accueilli l'ensemble des communes participant à ce dispositif donc en 2017. En page 38, on parle des médiatrices et des médiateurs santé, puisque la ville a une médiatrice santé. En page 42, une belle action qui s'appelle, qui est détaillée, qui s'appelle Action Lien de vie, lieu de vie, qui permet notamment les ciné-goûters, les actions interquartiers, crêpes pour tous, etc. On parle en page 44 d'agriculture urbaine à du Temple, mais en fait portée également par les Clols Verts, au même titre que l'action qui est menée à la Verrerie. Et en page 64, on parle de l'implication des conseillers citoyens au niveau des instances représentatives que sont donc, qu'est la CAVM, notamment en tant que représentant de la ville d'Anzin au sein de la CAVM, avec d'autres conseillers citoyens de communes en politique de la ville, mais aussi dans une autre commission en rue, renouvellement urbain. Et on a donc parmi nous aujourd'hui, dans le public, quelques représentants du conseil citoyen qui viennent dans ces instances métropolitaines avec une vue un peu plus aérienne que le contexte anzinois, mais en partageant évidemment les mêmes visions. Donc voilà, l'objet de la diversion, je rappelle, est de valider le projet de ce rapport politique de la ville 2017. Merci. Y a-t-il des questions? Pas d'intervention. Je vous propose donc de valider le projet de rapport politique de la ville 2017. Tout le monde le valide. Validé à l'unanimité. On va attaquer un peu de logement. Pour la 18e délibération, c'est désaffectation et déclassement d'un ensemble immobilier ici à Anzin, 225 et 227 rue Jean Jaurès, place Éloi Beaumont. Monsieur Dordain. Oui, actuellement, on est propriétaire de deux maisons situées place Éloi Beaumont. Pour mémoire, ces maisons étaient utilisées avant comme bureau de poste et comme bureau de la police nationale. Ils sont aujourd'hui désaffectés et inutilisés pour ces missions de service public. Ils n'ont donc plus vocation à accueillir du public. Et par conséquent, il n'y a pas d'intérêt à conserver ces deux immeubles vacants. Dès lors, pour pouvoir envisager la cession ultérieure, il appartient au conseil municipal de soir de se prononcer sur la désaffectation de leur déclassement du domaine public pour qu'ils puissent être classés tout simplement dans le domaine privé communal. Et sur ces bases, on vous propose de constater la désaffectation des deux maisons situées à place Éloi Beaumont, 225-227 rue Jean Jaurès, et de prononcer leur déclassement du domaine public et de les intégrer au domaine privé communal en vue d'envisager une cession ultérieure. Merci. Y a-t-il des questions?
On passe au vote. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 19e délibération. Élargissement du régime d'autorisation préalable à la mise en location. Monsieur Dordain. Merci, monsieur le maire. De façon à améliorer la lutte contre l'habitat indigne, la loi Accès au logement et à un urbanisme rénové, loi ALUR, permet aux établissements de coopération intercommunale et aux communes volontaires de définir des secteurs géographiques pour lesquels la mise en location d'un bien par un bailleur est soumise à une autorisation préalable de la signature du contrat de location ou à la simple déclaration de mise en location. Le décret 2016-1790 du 19 décembre 2016 définit les modalités réglementaires d'application de ces régimes. Après plus d'une année, de fonctionnement, une quinzaine de déclarations ont fait l'objet d'une visite technique avant la mise en location. Et les conclusions de certaines visites ont obligé le propriétaire à corriger les infractions au décret de décence SRU ou au règlement sanitaire départemental. Aujourd'hui, compte tenu des résultats enregistrés, il paraît utile d'étendre ce dispositif à d'autres secteurs. Certains propriétaires dans d'autres secteurs sont d'ailleurs demandeurs pour qu'un contrôle de leur immeuble soit réalisé avant la mise en location. Il semblerait que leur motivation soit étroitement liée au risque de consignation des allocations logement, bien évidemment, lorsque dans le cadre de notre convention de lutte contre l'indécence avec la CAF du Nord, notre service habitat relève des infractions au règlement de l'habitat. Par contre, d'autres y voient une forme de labellisation de leur gestion locative. Aussi, en considérant que l'habitat indigne se trouve majoritairement dans le parc privé ancien, il nous paraît cohérent d'étendre à l'ensemble de la commune ce dispositif aux immeubles d'habitation d'avant l'année 1948, faisant l'objet d'une mise en location. Sur ces bases, on vous demande ce soir d'autoriser, monsieur le maire, à étendre à l'ensemble de la commune ce régime d'autorisation préalable à la mise en location des immeubles d'habitation d'avant 1948. Merci. On l'avait évoqué lors d'une précédente délibération. On mettait une première étape pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et on va élargir progressivement cette action qui nous permet d'anticiper, d'essayer d'avoir un coup d'avance plutôt que de se retrouver avec des logements qui sont loués dans des conditions peu ou pas du tout acceptables. Monsieur Ferring. Merci, monsieur le maire. Alors bon, la délibération, elle a été travaillée, elle est bien présentée, hein, certes, il n'y a pas de problème, mais ça reste tout de même un permis de louer. Il y a d'autres collectivités, je pense à, si je ne me trompe pas, enfin l'ancienne métropole, choisit plutôt, non pas une autorisation préalable, mais une déclaration préalable. Dans ce cas-là, on ne sera plus dans le cas d'un permis. J'ai plusieurs interrogations. La première, quand on parle d'un permis, moi j'ai rarement vu de permis gratuit, donc est-ce que ce service qui coûte de l'argent, et qui en coûtera logiquement un peu plus, va rester gratuit, enfin en tout cas pour combien de temps va-t-il rester gratuit? Ensuite, je me dis que il existe déjà dans la loi des dispositifs qui permettent des contrôles, voilà. Et puis il y avait peut-être une réponse, pour ma part, dans votre délibération, c'était cette phrase où on dit « d'autres y voient une forme de labellisation de leur gestion locative ». Peut-être qu'on aurait pu passer par là, plutôt que tout de suite aller contrôler les petits investisseurs, parce qu'il ne faut pas croire que ce sont des gens qui ont 60, 70 logements, ce sont des gens qui ont parfois un logement, deux logements, à qui on va mettre des conditions parfois drastiques. Elles doivent être respectées, je suis d'accord, mais avec des délais. Je me suis un peu intéressé à la chose. Il me semble que quand on dépose une demande, on a 2 mois pour avoir une réponse. Vous pouvez m'arrêter si je me trompe, c'est ça. En 2 mois, quand on fait un investissement locatif et quand on est un petit investisseur, ces 2 mois, on n'a pas de loyer. Ça, c'est une première chose. Alors, je pense que le dispositif est un peu drastique.
Moi, bien évidemment, je ne voterai pas cette délibération, mais vous vous en doutiez. Et je suis bien évidemment, s'il y avait des mesures de compensation, d'accompagnement des propriétaires loueurs, peut-être que j'aurais regardé cette délibération d'une autre manière, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Monsieur Dordain, pour la première salve. Je interviendrai après. Non, ce n'est pas une salve. Je me demande tout simplement si vous avez bien mesuré l'état des logements dans la ville d'Anzin, 14 000 habitants, et si vous êtes bien en mesure d'identifier la dégradation de certains logements. Je peux vous assurer ce soir que bon nombre de concitoyens viennent nous voir régulièrement sur le fait que des logements sont surdivisés, loués, dans des conditions complètement déplorables, non seulement pour les locataires qui vont effectivement occuper ce logement, mais aussi pour le voisinage. J'ai eu l'occasion de discuter, et j'en discute très souvent avec les Anzinois et les Anzinois, c'est une vraie tracasserie morale qui a lieu dans cette ville. Donc, vous savez, la meilleure solution, c'est d'attaquer le problème en amont et pas de constater après les dégâts. Je pense que la solution qu'on propose est une sage solution. Je ne sais pas, je sais que vous aviez téléphoné il y a quelque temps au service logement lors d'une visite sur un logement dégradé qui se situait rue Beaulieu, pour demander un certain nombre d'explications, ce qui est votre droit, bien évidemment. Vous avez fait aussi, à travers cet appel téléphonique, un certain nombre de commentaires. Moi, j'étais présent à cette visite d'insalubrité. Je peux vous dire que si vous auriez été là, Monsieur Ferring, on ne parlait pas de maison, on parlait d'une cabane au bout du jardin, comme disait Francis Cabrel, qui était louée 450 €. Ce type de logement, ce type d'attitude de la part des propriétaires malveillants ne peut plus continuer. Parce que quelque part, ces gens-là, quand ils touchent l'APL, ce sont des impôts. Et aujourd'hui, ces gens-là, sous prétexte de faire du social, ils usent de la misère des gens et ils leur louent des taudis. Alors il me semble excessivement important de ne pas faire du surplace et d'aller de l'avant et d'aller bien au-delà de la libération qui a été faite il y a quelque temps au sein de ce conseil municipal pour pouvoir justement élargir les périmètres et de donner l'occasion de traiter les problèmes en amont, d'intervenir là où c'est nécessaire. Et quand je parle de labellisation, c'est les propriétaires qui sont demandeurs, c'est pas nous. Il ne s'agit pas de décerner un label, mais pour le proprio qui fait appel effectivement à la ville pour signifier que le logement est en bonne forme, enfin que les normes sont respectées, c'est pour lui quelque part un label de qualité. Voilà, c'est tout. Mais je suis un peu étonné de la méconnaissance que vous avez, mais une méconnaissance qui ne me paraît pas superficielle, ça me paraît totale, sur aujourd'hui l'ensemble des logements qui se construisent comme ça, en veux-tu et en voilà, au sein de la ville d'Anzin. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais simplement, soyons réalistes, défendons les personnes qui sont mal logées, défendons l'insalubrité pour avoir des logements corrects et dignes de ce nom. Monsieur Ferring. Alors je vais vous dire, Monsieur Dordain, vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison sur le fait que... On va parler du logement du 26 soldats Beaulieu, parce que ça va peut-être vous étonner, mais moi je les connaissais, ces logements, et parler d'efficacité, c'est un logement sur lequel il y a une problématique qui dure depuis 2008. Ça fait plus de 10 ans. Alors, c'est bien beau de parler d'efficacité, mais c'est un peu tard pour vous réveiller. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je l'ai visité, ce logement. Je l'ai visité, j'y suis allé, vous avez entièrement raison, sur des conditions indignes. C'est clair. Bon. Par contre, ce n'est pas une visite que vous avez faite. Vous y êtes allé avec un journaliste, sans prévenir le propriétaire, déjà,
à la demande de la locataire, c'est tout à fait vrai, pour constater ce qu'il y avait à constater, c'est-à-dire un état d'insalubrité, et je ne reviens pas là-dessus. Par contre, est-ce que vous avez posé la question à cette locataire, est-ce qu'à un moment donné, vous l'avez accompagnée, par exemple, il n'existe aucun acte de la locataire envers le propriétaire pour prévenir de cet état d'insalubrité. Et vous pouvez le vérifier, c'est vrai. Aucun. Zéro. Zéro acte. Donc, bien évidemment, parce qu'il existe une loi, pour protéger les locataires, une loi pour protéger les propriétaires. Alors, dans le cas en l'espèce, je ne vais pas défendre ce monsieur, le logement est insalubre. Mais j'essaie de remettre un petit peu, parce que vous essayez de tourner en ridicule un peu mon intervention, c'est très bien, mais j'essaie de remettre un petit peu des termes de droit. Et puis, vous avez dit une chose aussi, vous avez parlé de subdivision. À ce que je sache, moi je l'ai voté, cette délibération sur la subdivision. Donc il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. Voilà. Monsieur Fering, je pense également que vous méconnaissez le terrain. Vous connaissez quelques terrains, quelques maisons, mais pas la totalité de ce qu'on peut voir. Je suis surpris que vous ne votiez pas cette délibération, parce que la mise en location, on vous joue sur les mots, l'aglo n'a pas mis le même terme, mais ça revient au même. Et l'aglo l'a mis en place, si, quasiment. L'aglo l'a mis en place parce que justement, il considère qu'il faut qu'on ait une lutte contre l'insalubrité. Et quand vous dites que depuis 2008, cette maison est en état déplorable, vous attaquez les services, donc les techniciens qui gèrent ce service, puisque ce sont eux à qui on donne les informations, qui vont sur site et qui décident ou non, puisqu'ils sont assermentés. Il y a eu donc plusieurs actions qui ont été menées. Nous avons eu la décence de ne pas donner par ailleurs le numéro, de simplement dit que c'était rue du Saut d'Abolieu. Vous avez donné une adresse exacte, ce qui est, à mon avis, une grave erreur, parce qu'on est filmé, et vous n'aviez pas donné cet élément-là, puisque vous voulez appliquer les règlements stricto sensus, appliquez-les jusqu'au bout. Vous avez donc, sans le faire exprès, je l'espère, nommer clairement la personne qui est évoquée, chose que nous n'avions pas fait. Je trouve que ça, c'est une grave erreur de votre part. Et surtout, je ne comprends pas comment on peut refuser de voter une délibération où on dit qu'il n'y a pas d'action d'aide. Si, à partir du moment où il y a des aides possibles, le service logement, il y a une action répressive, mais une action d'accompagnement. Ça veut donc dire que le service logement mené par M. Sauchat va évoquer les aides possibles avec Habiter mieux, avec l'OPARU, si c'est dans un périmètre OPARU, les différentes actions possibles vont être nommées avec l'ANA, avec les aides de l'AGLO quand c'est une opération Habiter mieux ou la région ou le département. Et donc il y a des actions qui sont menées en disant au propriétaire, voilà, il y a ceci à faire, mais vous pouvez avoir des aides financières. Et ça, c'est le rôle de notre service, qui est le service montré en référence au niveau de l'aglo, puisque notre technicien est le référent sur ce sujet-là, mais pas uniquement au niveau de notre agglomération. Donc, certes, quelques logements peuvent probablement passer au travers du maille du filet, mais c'est en mettant ce genre de délibération qu'on va arriver à mieux mailler et à éviter de se retrouver avec un service qui croule par les demandes des locataires, puisque ce sont les locataires qui viennent nous solliciter sur le fait qu'ils considèrent qu'ils ont un logement indécent ou insalubre, souvent indécent d'ailleurs, mais il y en a certains qui sont plus qu'insalubres. Donc j'ai du mal sincèrement à comprendre comment on peut refuser une telle délibération. Et quand vous me dites que je prévoyais que vous n'alliez pas voter cette délibération, sincèrement, non, je ne comprends pas comment un élu digne de ce nom, qui dit être sur le terrain, refuse une telle délibération. C'est incompréhensible. Sauf si vous ne connaissez pas le terrain correctement. Parce que là, on présente une délibération comme ça en conseil communautaire, tout le monde va voter cette délibération. C'est deux dispositifs, mais qui sont très proches l'un de l'autre. Il n'y a qu'une question juridique, effectivement, qui s'applique, mais de toute façon, les contraintes sont les mêmes. Et quand on met des délais, si on met un délai de 2 mois, donc le propriétaire investit éventuellement, mais c'est de location, il investit, mais il investit dans une maison dont il connaît l'état à l'instant T. Quand le service passe en disant on vous donne 2 mois pour faire les travaux, pour électrique, c'est encore plus rapide, c'est dans les 10 jours. 2 mois, si effectivement il y a une problématique, le service le reçoit, il est demandé éventuellement de nous faire
un déroulé ou un prévisionnel de dire, bah voilà, je fais tel travaux ici, et ce planning doit être respecté, sinon il y a des procédures qui sont remises en place, mais qui prennent pas mal de temps, et on essaie de mettre en application, effectivement. Après, les techniciens, ils appliquent les textes. Donc on doit vous dire que c'est parfois drastique, mais ils ont un cadre. Le technicien qui va sur site, accompagné d'un élu, mais le technicien engage sa responsabilité de technicien, c'est-à-dire que c'est lui qui acte le fait que c'est décent ou non décent. S'il ne fait pas l'application des textes et qu'il se passe un problème, qui va être mis en première ligne le jour où il y aura un problème? Et on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de problème en ce moment dans différents logements qui sont dans des états compliqués au niveau de l'Hexagone. Ah ben on va retomber sur le technicien qui a été sur site et qui aura dit, bah ok, mais vous n'avez pas appliqué la totalité, puis il se passe un incident, qu'il y ait un lien ou non, c'est la responsabilité du technicien qui sera en jeu, puis de l'élu ensuite, qui aura validé ou non l'application des différents textes. Donc, les techniciens qui sont présents et qui effectuent ces missions, effectivement, ça peut sembler drastique pour certains, mais ils appliquent les textes, et les textes, c'est les législateurs qui les ont validés, et puis on les met en application. Monsieur Dordain. Oui, tout simplement pour rappeler que, comment dirais-je, ces visites et contre-visites après travaux sont toujours demandées par le locataire, bien évidemment. Le locataire a des droits au même titre que le propriétaire. Il paye un loyer. Deuxièmement, en ce qui concerne Beaulieu, je vous rappelle qu'effectivement, la presse était là, c'était à la demande de la presse. Ce n'est pas nous qui avons convoqué la presse. Pourquoi la demande de la presse? Parce que la ville d'Anzin est une ville pilote en ce qui concerne la lutte contre l'insalubrité, que ce soit dans le Valenciennois, dans les Hauts-de-France, ou même bien au-delà. Qu'à ce titre, nous avions reçu un prix au Congrès des maires, et que notre action à ce niveau est reconnue partout, et nous sommes constamment sollicités. Voilà, c'est ce qui expliquait la présence de la presse. Mais les demandes sont toujours formulées par les locataires. Pardon? Donc sur la première visite, effectivement, le propriétaire n'a pas d'obligation de présence. Par contre, sur la contre-visite, le propriétaire est systématiquement présent. Sous le couvert de M. Socha, celui qui supervise. Mais la contre-visite, il y a systématiquement le propriétaire qui est présent quand il y a la contre-visite, bien évidemment. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Une seule abstention. 2 abstentions. Sincèrement, je crois que c'est un choix que vous regretterez. La 20e délibération, poursuite de la procédure d'état d'abandon manifeste, immeuble 6 à Anzin, 4 rue Voltaire. Monsieur Dordain. Oui. D'état d'abandon manifeste situé pour un logement qui se situe 4 rue Voltaire. Par délibération du Conseil municipal du 23 février 2004 et en application des articles du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal a autorisé M. le maire à engager autant que de besoin la procédure d'abandon par procès-verbal. En date du 20 février 2018, l'immeuble repris en objet a été déclaré en état provisoire d'abandon manifeste avec mise en demeure des propriétaires d'effectuer les travaux indispensables pour faire cesser cet état. C'est-à-dire réfection de toiture et chéneaux, remplacement de toutes les menuiseries, traitement de l'humidité sur les murs et plafonds, réfection de l'installation électrique, réfection des réseaux d'évacuation des eaux pluviales usées et vannes, réfection de l'installation de chauffage, sécurisation de l'ensemble des appentis ou remise menaçant ruine dans le jardin. Les travaux n'ont pas été réalisés ni engagés dans les délais prescrits par la loi. Donc le propriétaire de cet immeuble ne s'étant pas engagé à mettre fin à l'état d'abandon, on vous propose ce soir de poursuivre la procédure et de déclarer en état d'abandon définitif l'immeuble 601 4 rue Voltaire, référencé au cadastre section AL numéro 100 d'une contenance au sol de 94 mètres carrés, propriété de M. Vazelinck Michel, né le 16 décembre 1947, dont le dernier domicile connu est bâtiment B, porte 22, résidence Musmo, rue Marcel Samba à Rennes,
ou ses ayants droit. Donc je vous demande ce soir de déclarer en état d'abandon manifeste définitif l'immeuble ci-dessus, de décider l'expropriation au profit de la commune en vue soit de la construction ou de la réhabilitation à fin d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement, d'autoriser la revente à un opérateur public ou privé, d'autoriser les modalités de mise à disposition du public du dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique ainsi que l'évaluation sommaire de son coût pendant une durée minimale d'1 mois en mairie. Annonce sur le site de la ville, sur les panneaux d'affichage et dans un journal d'annonce légale, et ce 8 jours au mois avant le début de la mise à disposition du public, indiquant la période et les heures de consultation. Les observations du public seront formulées sur ce document ci-joint avec la photocopie de la pièce d'identité. En fait, on vous demande d'autoriser le maire de saisir monsieur le préfet au vu du dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique ainsi que l'évaluation sommaire de son coût et des observations du public pour demander la déclaration d'utilité publique et de cessibilité. Et d'autoriser également monsieur le maire ou son représentant à engager la procédure d'expropriation et à signer tout document nécessaire à cette fin. Y a-t-il des questions sur l'état d'abandon manifeste? On passe au vote. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 21e délibération, c'est le maintien de garantie de prêt auprès d'Habitat du Nord après réaménagement de la dette. Donc la SA Habitat du Nord a sollicité auprès de la Caisse des dépôts et consignations qui a accepté le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières des prêts référencés ci-dessous, initialement garantis par la commune d'Anzin. Il est donc demandé au conseil municipal de maintenir la garantie des emprunts listés ci-dessus, et ce jusqu'au complet remboursement de ceux-ci, et de m'autoriser à intervenir à tout acte constatant l'engagement de la ville aux emprunts ci-dessus. Pas de questions? Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 22e délibération, c'est la vente du véhicule du service informatique. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a eu la création d'un service commun numérique et informatique avec la communauté d'agglo de Valenciennes Métropole à compter du 1er janvier 2019. Le véhicule électrique partenaire de marque Peugeot, attribué initialement au service informatique de la ville, est parti avec les techniciens au niveau de l'agglo. Il a donc lieu de revendre ce véhicule pour un montant de 17 705,20 € TTC en date du 1er avril 2019. En complément, il y a donc une location du dit véhicule pour la période du 1er janvier au 31 mars d'un montant de 680,40 € TTC pour les 3 mois. Et donc, demande au conseil municipal de m'autoriser à signer la convention pour la location du véhicule et pour la vente de ce véhicule au profit de la communauté d'agglo de Valenciennes Métropole. Pas de questions? Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 23e délibération, c'est la dotation de soutien à l'investissement local 2019, sollicitation de subvention de CIL. Vous avez les thématiques éligibles, c'est toujours les mêmes thématiques depuis quelques années. Nous proposons de présenter 2 dossiers. La réhabilitation et extension de l'école maternelle Jean Jaurès. On a déjà évoqué ce sujet à plusieurs reprises dans le cadre des réhabilitations des bâtiments communaux et notamment de nos écoles. L'opération 1 887 967 € en TTC. Pour l'instant, on a un petit 225 000 € de DPV de demander et la TSIL peut être sollicitée à hauteur de 40%, ce qui est donc proposé d'être réalisé. Et le deuxième dossier, c'est l'accessibilité PMR de l'hôtel de ville. On a également présenté le projet lors d'un précédent conseil municipal. Vous avez donc la totalité des dépenses, 142 730 €, DETR sollicité de 35 000, CIL 47 000 et autofinancement de la ville qui reste. Il vous est donc demandé de m'autoriser à solliciter auprès des services de l'État les subventions au titre de la TSIL 2019 pour ces dossiers. Intervention, question, qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 24e délibération, c'est une modification de la grille des effectifs.
Alors au niveau du conservatoire, suite à la réussite du concours par un de nos agents, il est proposé de créer un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de deuxième classe à temps non complet. Il y a une mise à jour du tableau des effectifs, donc il est effectué en grande partie un nettoyage, comme on appelle ça au niveau des ressources humaines. Il y a quelques temps que ça n'avait pas été fait. Je rappelle, hein, quand on recrute, on ouvre parfois 4, 5 postes, il n'y a qu'un seul poste qui est utilisé. Donc il y a une grosse opération de nettoyage et aussi opération de nettoyage sur des techniciens qui étaient ou contractuels ou qui n'étaient pas titularisés, qui ont été titularisés entre-temps. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques postes qui disparaissent également. Vous avez donc la procédure de création d'un poste et la suppression de toute la liste qui est notée. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une opération de nettoyage. Il n'y a pas de suppression spécifique de poste actée sur cette présentation de modification de la grille des effectifs, en sachant que ça a été validé au dernier comité technique. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 25e délibération, transfert de charge, c'est l'approbation du montant d'attribution de compensation 2019 versé par Valenciennes Métropole. Donc on a déjà évoqué, donc notre montant d'attribution de compensation va être modifié puisqu'il y a tout d'abord eu le transfert de charge lié au transfert de l'équipement Le Théâtre d'Anzin, 115 726,49 €. Ensuite, il y a le transfert de charge lié à la mutualisation des affaires juridiques, 43 954 €. Et enfin, les montants de transfert de charge liés à la mutualisation des services numériques et informatiques, 127 727 €. Le montant provisoire de l'attribution de compensation 2019 est donc fixé à 1 804 201 €. Il est donc proposé au conseil municipal de rapprouver ce montant 2019. Donc pour résumer, par rapport à l'année précédente, une réduction d'attribution de 287 407,49 €. Sujet qui avait été évoqué lors de précédents conseils, mais à chaque fois qu'il y a eu un transfert de compétences, de services ou pour le théâtre. C'est exactement les mêmes montants. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 26e délibération n'était pas obligatoire. C'est la vente d'un camion via le site webenchère.com. Au-dessus de 4 600 €, ça doit passer obligatoirement en conseil municipal. Et comme on ne savait pas jusqu'où ça allait monter, on a proposé de mettre en place cette délibération. Donc, tout compte fait, donc, le camion Renault Maxity 256 CXX59 mis en circulation le 10 janvier 2008 a été vendu à 4 510 € auprès de M. Goffard, meilleur enrichisseur, enchérisseur, sachant que la mise à prix était de 500 €. Il est donc proposé de céder ce véhicule à 4 510 €, de sortir ce matériel de l'actif et de m'autoriser à émettre le titre correspondant. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de questions là-dessus. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. Je propose donc les deux dernières délibérations rajoutées sur table. Tout d'abord, le soutien du conseil municipal au Fonds européen d'aide alimentaire aux plus démunis. Nous avons été sollicités par le Secours populaire notamment, mais également les 3 autres associations d'aide alimentaire, qui sont la Croix-Rouge française, la Banque alimentaire et les Restos du Cœur. À partir de 2021, l'aide alimentaire qui est attribuée par l'Europe sera intégrée à un nouveau fonds social qu'on appelle le FSE+, destiné à être le moyen principal de l'Union européenne pour lutter contre la pauvreté en Europe. La crainte est que l'aide alimentaire soit diminuée de façon significative, puisqu'il y a un risque de division de moitié du budget d'aide alimentaire alloué aux associations de solidarité. Et c'est vrai que dans le contexte actuel, ça semble quand même être un peu compliqué à accepter. Il est donc demandé que le budget de l'aide alimentaire européenne soit revu, ou maintenu, mais en tout cas revu, si possible, à la hausse par rapport aux années précédentes. De demander au gouvernement français de faire de l'aide alimentaire une priorité dans le cadre des négociations budgétaires européennes en cours et appelle l'Union européenne à maintenir et à renforcer le budget de l'aide alimentaire. Rappelant qu'en France, 5,5 millions de Français sont concernés par ces aides.
Y a-t-il des questions? Je peux passer au vote. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. Et je souhaitais également qu'on passe une motion de soutien aux salariés d'Ascoval. Parce que c'est vrai que quelques jours seulement après le 1er février, date de la reprise officielle d'Ascoval par Altifort, nous avons tous appris brutalement, avec une certaine stupéfaction, que l'entrepreneur ne disposait plus des fonds nécessaires pour honorer le plan de reprise, pourtant validé en décembre dernier par le tribunal de commerce de Strasbourg. La scierie que nous pensions sauver ne l'est plus et ne dispose que de quelques semaines pour trouver un repreneur, puisque la date fixée est au 27 mars. C'est donc un nouveau coup de massue pour les 280 salariés de l'usine, dont un certain nombre qui habitent notre commune, qui se battent depuis plusieurs mois avec courage et dignité pour sauver leur outil de travail. Malgré cette situation plus qu'inconfortable dans laquelle ils se trouvent, et en dépit des incertitudes qui pèsent sur l'avenir de l'entreprise, ils continuent de produire et d'honorer les quelques commandes qui sont à honorer. Et par la présente, le conseil municipal témoigne de son soutien aux salariés d'Ascoval et appelle l'État et les élus en charge du dossier à s'investir pleinement dans les négociations afin d'essayer de trouver une reprise pérenne de l'activité. Y a-t-il des interventions? Je passe au vote. Qui est contre? Abstention? Voté à l'unanimité. C'était presque le grand chelem, mais il y a toujours une délibération qui parfois fait qu'il n'y a pas de vote à l'unanimité. En tout cas, bonne semaine, bonne soirée et prochain conseil municipal donc